Un après-midi du cercle fut consacré à un débat sur Haïti, où un certain Dr François Duvalier partait favori dans la course à la présidence. Ce que je savais d'Haïti se limitait au ballet de Catherine Dunham, que j'avais admiré quelques années auparavant, assise au théâtre de l'Empire entre papa et maman. J'ignorais ce qu'on lui reprochait à ce François, à part son masque un peu simiesque. Face à ses opposants, petits bourgeois mulâtres pour la plupart, la couleur de sa peau me le rendait plutôt sympathique. Mon éducation avait été noiriste sans le savoir. De toute son existence, le cercle Luis Carlos Prestes n'avait connu séance aussi houleuse que celle de ce soir-là. Les duvalieristes et les anti-duvalieristes, les étudiants noirs et les étudiants mulâtres faillirent se battre. Jérôme et moi fûmes impuissants à calmer une bataille à laquelle nous ne comprenions pas grand-chose. Témoin d'une telle passion, j'éprouvais un sentiment d'envie. Ah, être né dans un vrai pays, un pays indépendant et non dans un crasure de terre départementale. Se battre pour un pouvoir national, posséder un palais présidentiel avec un président en habit chamarré. Du jour au lendemain, je me liai étroitement avec deux étudiants haïtiens en sciences politiques, Jacques et Adrien, qui, vrai ou faux, se déclarèrent amoureux de moi à la folie. Très savants, ils n'ignoraient rien de leur pays, ni l'histoire, ni la religion, ni l'économie, ni les tensions politico-raciales, ni la littérature, ni la peinture naïve. Travailleurs, deux rats de bibliothèque, ils me firent honte de mon inactivité. J'avais un faible pour Jacques, avec son menton en sabot creusé d'une fossette et ses yeux brumeux. « Tu vois, soupirait-il, la vie c'est un téléphone haïtien. Tu appelles Jacques Mel, tu obtiens le cap, tu n'as jamais ce que tu veux. » Il me conseilla les lettres modernes qui, à l'en croire, me conviendraient à merveille. C'est lui qui, en douceur, me ramena vers l'amphithéâtre Richelieu, où Marie-Jeanne Duruy faisait son cinéma. Mais Jacques et Adrien étaient surtout les ombres de Sandrino, deux grands frères retrouvés. Je n'arrivais pas à me décider. Aussi, ils étaient l'un et l'autre trop fils de bonne famille, bien élevés, rassurants dans leurs duffel-coats identiques. Alors qu'une part de moi, confuse, déjà véhémente, attendait l'insolite, l'inconnu, le danger, la vraie vie, quoi. J'imaginais l'existence que nous mènerions à Pétionville ou à Kinskov, un long fleuve d'ennui tranquille. J'étais loin de prévoir les malheurs qui allaient s'abattre sur les Haïtiens, que Jacques serait obligé de s'exiler au Canada, qu'Adrien, avec toute sa famille, serait une des premières victimes des tontons Macoutes. Un soir, je suivis mes inséparables chez un de leurs compatriotes qui habitait rue Monsieur-le-Prince. La discussion tournait autour du monde rural et nous écoutions avec une attention religieuse Aulnel,
un mulâtre, ingénieur agronome, qui décrivait la détresse des paysans de la vallée de l'Artibonite. Un moment, il s'interrompit pour me faire compliment d'un article que j'avais écrit sur Compère Général Soleil. Si le bon Dieu en personne, du haut du ciel, avait écarté le rideau des nuages pour m'adresser la parole, je n'aurais pas été plus exalté. Qu'un homme si beau, si impressionnant, ait remarqué quelqu'un d'aussi piètre que moi dépassait mes espérances. Quand nous décidâmes d'aller dîner, tout à mon transport, je trébuchai dans l'escalier. Alors, devançant Jacques et Adrien, il me retint d'une main possessive. Cet ange gardien que pendant des années ma mère m'avait forcé d'implorer ne remplit pas son office. Après tant de prières, dizaines de chapelets, neuvaines, d'un signe même imperceptible, il aurait dû m'avertir de tout ce qu'Aulnay avait en réserve pour moi. Il resta quoi? Nous nous engageâmes sur le boulevard Saint-Michel, zébré de lumière. Les yeux écarquillés, le troupeau de voitures roulait en mugissant vers la Seine. Ce soir-là, sans que je m'en aperçoive, ma solitude se détacha de moi et me fit ses adieux. Elle m'avait fidèlement accompagné pendant plus de 2 ans. Je n'avais plus besoin d'elle. Je venais de la rencontrer, la vraie vie, avec son cortège de deuil, de ratages, de souffrances indicibles et de bonheur trop tardif. Elle resta debout au coin de la rue Cujas, agitant faiblement la main. Mais moi, ingrate, je ne la regardais même pas, tandis que je m'avançais faussement ébloui vers l'avenir.